La Maserati Biturbo, c'est probablement celle grâce à laquelle Maserati existe encore aujourd'hui. Mais à l'époque, les gars, ils avaient dû faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose dans l'absolu. Cette vidéo est donc dédiée à tous les aspects un peu bizarres auxquels ils sont arrivés. Cette Maserati ne pouvait décemment pas quitter l'année 2022 sans se distinguer une nouvelle fois par son ingénierie et toutes ces petites choses qui font le charme de la voiture. Ce qu'on appelle le charme, c'est en fait tous ces majoritairement défauts qu'on lui trouve maintenant, qui font sourire, mais qui, quand on avait acheté la voiture neuve, à mon avis, devait bien faire chier quand même. Pour commencer les hostilités, on peut déjà mentionner 2-3 petites choses amusantes. Je pense par exemple au mécanisme d'ouverture de coffre. Il n'y a aucune serrure, donc quand il n'y a plus de batterie, on est bloqué. En fait, le seul moyen de l'ouvrir, c'est d'appuyer sur ce bouton. Et à ce moment-là, on a enfin accès à la soute. Alors qui ne contient pas forcément un condenseur, 2 collecteurs de caprice et d'autres merdiers. D'ailleurs, puisqu'on est là, je l'avais sûrement mentionné lors d'une précédente vidéo, mais il y a une trousse à outils, enfin une caisse à outils, comme sur une BMW E30, ou même des BMW plus anciennes, si je dis pas de bêtises, où il y a quelques outils, et notamment, bon là je l'ai mise de côté, ça, c'est très important. Alors je les ai pas amenés avec moi, mais en fait sur les centres de roues, pour pouvoir accéder au boulon, il faut absolument cette clé. Ça fait office aussi d'antivol. Et si vous êtes crevé au bord de la route, sans ça, vous êtes mal. En vérité, je dis qu'il y a une seule méthode, mais il y a une seconde. Sachez qu'il y a un moyen d'ouvrir le coffre, mais qui doit rester secret. Je peux seulement vous dire que si cette petite astuce avait été connue des voleurs de l'époque, il aurait mieux fallu bien garder caché toutes les affaires que vous auriez voulu mettre dans le coffre. En fait, peut-être que ça aurait été plus en sécurité dans l'habitacle en vue des passants. Cela dit, non, peut-être pas. Peut-être pas, effectivement, parce que j'ai remarqué quelque chose d'un peu bizarre. Alors je ne sais pas si c'est voulu, si ça tient à la sécurité ou à quoi que ce soit lié au risque d'accident, mais je vais vous faire une démonstration et on va vérifier ça ensemble. Donc je vais fermer par exemple la porte arrière ici. Je vais déconnecter la cosse de la batterie et la remettre en place et vous allez voir ce qui se passe. Vous avez bien vu, quand on déconnecte l'alimentation et qu'on la reconnecte, toutes les portes s'ouvrent. Donc finalement vos affaires, il valait mieux les emporter avec vous. D'ailleurs, en ouvrant le capot, je me suis rappelé d'un truc amusant. La première fois que j'ai reçu la voiture, je ne savais pas comment ouvrir le capot, donc j'ai vu ça, ici. Donc je me suis dit, bah c'est un levier pour ouvrir le capot. Non, pas du tout. Si je dis pas de conneries, c'est l'emplacement pour le starter. En 90, ça faisait longtemps maintenant qu'il y avait plus de Maserati biturbo avec carburateur. Je suppose que c'est ça, hein. En tout cas, ce machin, peut-être qu'il y a une option que je connais pas, qui a un rapport avec ce truc, je sais pas. Mais ça ne sert à rien en tout cas. Alors je vous propose qu'on passe maintenant à la partie plus ergonomique, notamment à l'intérieur où il y a pas mal de choses à dire. Cette voiture est une automobile d'exception, donc le siège du conducteur est entièrement électrique. Il y a quand même des choses bizarres à ce niveau. Je vous montre déjà à quoi ressemblent les boutons. Alors ils sont juste derrière le levier de vitesse, il y en a 3 ici. Bon courage pour savoir ce qu'ils font au premier coup d'œil, surtout en conduisant et de nuit, sachant qu'évidemment ils ne sont pas rétroéclairés. Donc là on a un truc pour lever et baisser l'assise arrière, la même chose pour l'assise avant, et là on a le dossier en inclinaison. Vous me direz, il manque quelque chose là, et vous aurez raison. À votre avis, comment est-ce qu'on avance et recule le siège? Alors non, c'est pas manuel. Où se trouve le bouton?
C'est une bonne question. Alors il faut avoir une logique à la fois cohérente et complètement anti-ergonomique. Moi je m'attendrais quand même à ce que ce foutu bouton, ce foutu interrupteur, il soit placé à côté des autres. Sous le siège. Qui est assez tordu pour mettre un bouton à cet endroit? Le passager n'a pas droit aux mêmes égards que le conducteur, lui c'est juste un passager. Donc il doit se contenter de la classique barre pour avancer et reculer le siège. Ça dit, c'est quand même plus intuitif que l'interrupteur placé sous le siège. Bon, par contre, la bizarrerie ne s'arrête pas là. Où est la molette pour régler l'inclinaison du dossier? Je ne cherche pas à incliner l'assise. Bon, l'économie était placée ici, on l'a bien vu, et il est clair qu'il n'y aura pas de réglage électrique à ce niveau. Et sachez que le dossier, lui, est électrique. Où se trouve donc la commande? Ne cherchez pas au milieu de la voiture. Il n'y a aucun endroit ressemblant à celui du conducteur, non. Là, ici. Moi, j'aurais tendance à trouver l'interrupteur de lève-vitre. Mais non, il est ici. Les deux sont ici. Alors là, au moins, on tient quelque chose d'enfin cohérent dans cette voiture. Mais revenons un instant à l'emplacement du conducteur si privilégié. Vous voyez cet interrupteur à 3 positions? Flèche vers l'avant, flèche vers l'arrière, position neutre. À votre avis, à quoi ça peut bien servir? Jusqu'à maintenant, personne n'a su apporter une réponse à cette question quand je la posais. J'ai fini par comprendre. Sur la façon de disposer l'interrupteur de cette manière, de toute façon, encore une fois, la logique est brisée en 1000 morceaux. Vous savez, sur les voitures allemandes, quand vous êtes stationné, contact coupé, en mettant le clignotant à droite ou à gauche, on laisse les veilleuses avant-arrière allumées pour signaler le stationnement. Et voilà, ça sert à ça. Après, bon courage pour savoir quel côté ça allume sans sortir de la voiture et vérifier. Après ça, bien planqué sous le tableau de bord, donc on a une croix et puis 2 flèches, en haut en bas. J'ai mis un moment à comprendre à quoi ça pouvait bien servir. Je me suis demandé pourquoi les vitres électriques arrière fonctionnaient pas. Aucune des deux. Je me suis dit, oh mince, encore un truc à remplacer. Non. Voilà, donc en 1990, compte tenu des problèmes que cette voiture présentait au niveau électrique, ils ont quand même implémenté des fantaisies comme la neutralisation de la descente électrique des vitres arrière. Et oui, les enfants sont potentiellement agités en Italie, il faudrait pas qu'ils puissent se barrer par la fenêtre. Et juste à côté, je me suis un peu inquiété au début en l'actionnant par accident, ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est la molette qui permet de régler l'inclinaison des phares en fonction de la charge du coffre et du nombre de passagers. Donc voilà, on compte une mama italienne, 2 mamas italiennes, 3 mamas italiennes. Non, on peut pas. Plus, ça roule plus. On peut revenir une petite seconde sur la console centrale. Ici, on a donc une ribambelle de boutons. La plupart sont, pour une fois, assez équivoques. Certains, vous verrez, quand même, suscitent un questionnement, c'est-à-dire qu'on pense que ça fait quelque chose, mais ça fait autre chose. On a un bouton test. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est comme pour les avions, en fait, pour vérifier que les témoins lumineux fonctionnent en cas d'alerte. On appuie sur test et on voit quelles ampoules ne s'allument pas. Donc là, tout va bien. En cas de problème, tout ira mal comme prévu. À côté, vous avez vu qu'il y a un bouton. Bon, moi, ma compréhension, ce serait que ça permet d'allumer un plafonnier à l'arrière ou à l'avant. Non, c'est pour l'horloge. À ce moment-là, on peut mettre en fonction le rétroéclairage électrique de la montre Maserati. Mais on la voit la nuit, c'est une montre phosphorescente. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, c'est éteint, allumé. Quand on voit ça, on n'est pas déçu d'avoir acheté une Maserati quand même. Je l'ai pas beaucoup montré pendant les vidéos, mais on a quand même une clim automatique
Je vais pas vous mentir sur ce dispositif très sophistiqué pour l'époque probablement. Il y a certaines touches qui fonctionnent plus. Celle-là par exemple, qui permettrait de neutraliser le compresseur de clim. Ça marche, ça aussi. Ah oui, la vitesse 1, impossible d'appuyer dessus. La 2, des fois, oui. Donc il vaut mieux laisser tout en automatique ou carrément tout éteint, c'est plus sûr. On peut remarquer que, encore une fois, la partie compréhension des commandes est différente selon les nationalités et selon les époques. Moi, entre bleu et blanc, j'avoue que j'ai du mal à saisir. Bon, on comprend que c'est censé être fermé ou ouvert, mais alors dans quelle position? Oh, c'est mignon quand même. Regardez, moi, la taille de ce curseur. C'est un téton, là, c'est plus un curseur. Concernant l'instrumentation de la voiture, il n'y a rien d'incroyablement fantaisie. En fait, c'est même plutôt complet. C'est tout ce qu'on attend sur une sportive de l'époque. Il y a la pression d'huile, la température d'eau, même la tension de la batterie. Un manomètre de turbo, bon, qui n'est pas gradué. On a juste blanc, jaune, orange. Qu'est-ce que ça signifie? Genre, c'est strictement rien. Le problème, c'est qu'en fait, il brille surtout par son incroyable absence de précision. Et finalement, on est prévenu dès le départ. Hein. Regardez où se reposent les aiguilles. On est quand même à 28 km/h. Contour, j'ai fait ce que je pouvais pour la caler comme d'origine. Mais là non plus, ça ne va pas à zéro, moteur coupé. Sur cette voiture, il y a un paquet de pièces qui ont été empruntées à d'autres modèles. Forcément, ils ne pouvaient pas tout créer de zéro, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Donc par exemple, les Komodo doivent rappeler quelque chose à pas mal d'entre vous. Si je ne me trompe pas, c'est celui d'une R5. Pas aussi prestigieux, mais prouvé que c'est du bon matériel. Ça, c'est assez classique pour mettre position et croisement, on tourne. Par contre, plein phare, alors j'avoue que j'ai été assez surpris. J'avais pas vu ça sur une autre voiture, donc j'étais un peu perdu. Cela dit, il y a encore autre chose qu'on peut faire avec. Et ça, c'est très important pour affirmer l'identité de la voiture. Avec ça, on peut pas oublier d'où elle vient. Je pense que finalement, il y a beaucoup de choses que les gens chez Maserati se sentaient obligés d'avoir sur une voiture de ce prix, juste pour pas paraître complètement ringard. Ils ont par exemple implémenté un réglage en hauteur et en profondeur de la colonne de direction. Ce qui est bien, mais finalement, il n'y a qu'une seule position réellement exploitable parce que l'interface entre le siège et la colonne de direction est horrible sur cette voiture. C'est vraiment pas évident de trouver une position naturelle. On s'y fait à force, mais c'est pas du tout le genre de position qu'on cherche habituellement dans une voiture. Je vous montre, hein, là actuellement, je suis quasiment au plus haut et volant presque entièrement ramené vers moi. Mais vous pouvez aussi choisir de conduire avec le volant entre les genoux et ramener, voilà, bien comme ça pour être sûr de ne plus pouvoir freiner. Je suis quand même humainement, normalement constitué. Qui voudrait conduire comme ça? Qui pourrait le faire déjà? Donc, je pense que vraiment la seule position possible, c'est celle-là. Déjà parce qu'elle permet de rentrer et de sortir de la voiture et parce que les autres sont absolument horribles. Pour en finir avec le sujet de la position de conduite, il y a quelque chose un peu surprenant qui se produit quelquefois. Si vous avez des grands pieds comme moi je fais du 46, quelquefois vous avez le bout de votre chaussure qui touche la colonne de direction et donc vous arrêtez carrément la vis là qui tient le cardan ou alors vous défoncez l'orteil. Donc il faut bien savoir prendre la pédale avec le bout, la pointe de la chaussure là. Ça, je l'avais encore jamais vu sur une autre bagnole. Bon, et puis après, ensuite, comme beaucoup de voitures de petite série de l'époque, même si la biturbo a été beaucoup produite pour une Maserati, le jeu aujourd'hui, ça consiste à retrouver d'où proviennent les pièces. Et il y en a un paquet sur cette voiture qui sont absolument pas inédites. Les rappels de clignotants dans les pare-chocs, j'ai moi-même changé le côté opposé à celui-ci, donc j'en ai acheté une paire. C'était censé, je crois, être pour l'ancien Prisma ou une Fiat 131, quelque chose comme ça. Pareil pour les veilleuses et clignotants dans les pare-chocs. Ça vient d'une Fiat, ou encore du 131. Juste à côté, on a des anti-brouillards qui sont assez faciles à identifier pour ceux qui aiment les italiennes. L'ancien Tema
série 2. Les phares, je pense qu'on les retrouve aussi sur d'autres véhicules. Je crois que c'est aussi issu d'une vieille Fiat. Je veux pas dire laquelle parce que je veux pas dire de bêtises. Et non, contrairement à la rumeur qui a commencé à courir à l'apparition d'une des premières vidéos, Maserati n'a pas volé ses feux arrière à une BMW E30, ni à une Mercedes 190, ni à une Tagora. C'est vraiment de la pièce spécifiquement Maserati. Et c'est bien triste. Alors, vous ne méprenez pas, hein. C'est pas une liste de défauts que je dresse ici, c'est vraiment des trucs amusants que j'ai remarqués, qui, comme je l'ai dit au début, font un peu aussi le caractère de la voiture, et c'est exactement ce qu'on attend d'une Maserati biturbo finalement. C'est une voiture pleine de surprises, de trucs totalement incohérents. Sinon, on achète une Clio. J'avais prévu que la vidéo s'arrête plus ou moins là, et puis j'ai voulu trouver un cadre plus sympa le lendemain en luttant contre le brouillard. Grâce à cette lumineuse idée, vous avez droit à quelques scènes supplémentaires et surtout à mon ego mis en péril. Voilà ce qui arrive quand on fait demi-tour et qu'on oublie qu'on n'est pas au volant d'une C2. Au lieu de mettre les roues avant dans la boue pour faire demi-tour, j'ai fait marche arrière en plein dedans. Et voilà un bon quart d'heure que je translate de plusieurs mètres en m'enfonçant dans le dévers. Voilà ma dernière et vaine tentative. On a tous une première fois. C'est la mienne. Ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et bon, il y a un autobloquant sur cette voiture, mais là, quand les deux roues patinent dans la semoule, ça nous avance pas à grand chose. Donc il va falloir que j'attende de l'aide extérieure, je crois. Je me retrouve en contemplation forcée de ce quasi-monolithe noir. Le boulot de carrosserie qui s'annonce va demander de la patience. Pas question de bâcler le boulot ou de prendre des raccourcis. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à remercier Clara et Jean-Marc pour leur assistance. Je crois aussi qu'on a gagné une session intense au lavage auto du coin. Voyons voir ce qu'on a gagné au change en allant s'embourber pour trouver le soleil. Voilà. Entre-temps, le soleil a disparu et le temps est devenu aussi brumeux et impénétrable que l'avenir de cette voiture. Que va-t-elle nous réserver? Je ne sais pas. Probablement un joli lot de mauvaises surprises, mais on fera face. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Avec celle-ci ou une autre. Ciao. Encore une BM, putain.